Bonjour, aujourd'hui on parle de séparation de mélange, partie numéro 1. Donc, ce qu'on va voir d'abord, vous avez déjà parlé des mélanges, c'est-à-dire qu'on a les mélanges homogènes d'un côté et les mélanges hétérogènes. Donc, c'est vraiment important, avant de séparer un mélange, de vous assurer que vous savez bien quel type de mélange vous avez devant vous. Ça, c'est la base. Donc, est-ce que le mélange que j'ai devant moi, il est homogène ou hétérogène? Puis, il faut aussi connaître ses caractéristiques. Par exemple, est-ce que ce mélange hétérogène-là, il a deux phases ou il en a juste une? Est-ce qu'on peut voir est-ce qu'il y a des morceaux de ce mélange qui sont plus gros que d'autres, ou ainsi de suite. Fait que ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un survol des méthodes pour séparer les mélanges hétérogènes. Donc, ça va être important qu'avant de regarder ces méthodes-là, tu saches que ton mélange il est vraiment hétérogène. Donc, si on regarde tout d'abord les règles de base pour séparer des mélanges. Okay. Pour séparer un mélange, il faut d'abord identifier le type de mélange et ses caractéristiques, comme je vous disais. Puis après, on peut choisir la méthode. Mais pour choisir notre méthode, il faut faire très attention à 3 règles de base. Donc la première, toujours choisir la plus rapide et la plus économique. Donc si entre plusieurs méthodes qu'on me présente, il y en a certaines qui sont plus faciles ou qui me coûteraient moins cher, je vais toujours faire celle-là en premier. Et je donne souvent comme exemple la séparation d'un mélange d'une piscine, par exemple. Okay? Si j'ai échappé une balle de tennis dans une piscine, c'est un mélange hétérogène. Si je veux séparer la balle de la piscine, il y a beaucoup de façons de le faire. Okay? Je peux prendre la balle avec mes mains et l'enlever. C'est assez simple, c'est économique. Je pourrais aussi faire bouillir toute l'eau de la piscine jusqu'à temps qu'il reste juste la balle. Ça va fonctionner, mais c'est nettement moins efficace. Donc, première règle, toujours s'assurer que la méthode qu'on choisit, c'est la plus efficace et la plus économique. Deuxième chose, si on désire faire des méthodes parmi les méthodes suivantes, donc si je voudrais faire des méthodes parmi celles-ci, donc décantation, filtration, chauffage ou distillation, je dois les faire dans cet ordre-là. Donc, par exemple, si moi je voudrais faire une décantation et une filtration, je dois faire d'abord la décantation et ensuite la filtration. Okay? Et non l'inverse. Si je fais l'inverse, je n'arriverai pas au bon résultat. De toute façon, la méthode qu'on va vous montrer pour trouver la séquence à faire devrait vous les placer dans le bon ordre normalement, si vous la faites comme il faut. On va voir ça dans probablement la troisième partie de la séparation des mélanges. Troisième règle à suivre. Okay? Il faut récupérer tous les produits présents dans le mélange au départ. Donc, à moins qu'on te le spécifie que ce n'est pas nécessaire, tu présumes qu'il faut tout récupérer ce qu'il y avait. Donc, par exemple, je te donne un mélange de sable et de roche, puis on ne te dit pas spécifiquement, mais il faut que tu aies le sable d'un côté, puis les roches de l'autre. Okay? Donc, tu dois récupérer tous les ingrédients. OK. Les méthodes, donc. Si je commence avec le tamisage, c'est la première des méthodes qu'on peut utiliser pour les mélanges hétérogènes. Donc, le concept est assez simple. C'est pour séparer des constituants qui ont différentes grosseurs. Donc, pour pouvoir faire un tamisage, il faut que les parties de mon mélange aient plus qu'une taille. Donc, par exemple, si je reviens à mon exemple de sable et de cailloux tout à l'heure, les cailloux sont plus gros que le sable. Donc, ça va me permettre de faire un tamisage. Ça s'appelle le tamisage parce qu'on utilise un tamis. Donc, le tamis, c'est cet objet-là ici qui est comme une grille. Concrètement, au laboratoire, c'est comme ça qu'on fait un tamisage. On va d'abord sortir le matériel dont on a besoin, c'est-à-dire notre mélange. On a besoin aussi d'un tamis et d'un bécher vide. Okay? Donc, on va simplement... Le mélange, on va le verser dans le tamis. Okay? Le tamis qui est simplement une petite grille, qui a une grandeur plus petite, dont les trous sont plus petits que l'objet qu'on veut séparer. Le résidu, c'est ce qui va rester dans notre tamis. Donc, ce qui reste, c'est le résidu. Et ce qui va traverser, on l'appelle le tamiseur. Donc, comme on disait, notre tamisage, évidemment, comme on utilise le tamis qui a une grille, va fonctionner seulement si les ingrédients ont différentes grosseurs. Fait que ça, c'est la clé. Après ça, une autre méthode qu'on peut considérer pour faire notre séparation, c'est-à-dire si notre tamisage ne fonctionnait pas, c'est le triage. Le triage, c'est une méthode très simple qu'on a tous déjà fait. Ça consiste tout simplement à séparer le mélange physiquement. Okay? Dans la vraie vie, par exemple, je te demandais de séparer ces billes-là, mais je pourrais simplement prendre mes doigts, puis mettre les bleus d'un côté, puis les rouges de l'autre, puis les marbrés d'un côté.
En laboratoire, comme des fois on travaille avec des substances dangereuses, ben, le triage, on va le faire avec une pince, okay, pour éviter qu'il y ait un risque de contamination ou de blessure ou peu importe. Le triage, donc, va être très efficace pour plusieurs mélanges, mais ça va dépendre de la quantité de ce qu'on a à séparer. Hein? Encore là, si je reviens à mon exemple de tout à l'heure, c'est facile d'enlever une balle de tennis de la piscine. Mais s'il y a 50 000 balles de tennis, ça va être beaucoup plus long. Fait qu'à ce moment-là, je serais mieux, par exemple, de passer ma piscine dans une grille, ce qui se reviendrait à faire un tamisage pour en extirper les balles. OK. Si je veux faire mon triage en laboratoire, donc c'est une méthode quand même assez simple, comme on disait, bien, on va simplement utiliser une pince pour ne pas toucher les produits, comme j'indiquais tout à l'heure. On va les laisser certaines pièces dans le bécher, puis d'autres à l'extérieur. Souvent, on va retirer les éléments les plus gros. Ce qu'on enlève, on appelle ça le tria, parce que c'est un triage. Et puis, ce qu'on laisse, c'est le résidu, comme d'habitude. Donc, ce qui est laissé, c'est toujours le résidu. Une autre méthode qu'on peut utiliser pour les mélanges hétérogènes, donc, c'est l'aimantation. L'aimantation, c'est très efficace. Donc, l'idée, comme le nom le dit, c'est d'utiliser un aimant, okay, pour séparer des particules aimantées de particules non aimantées. Donc, dans le fond, pour être capable d'utiliser l'aimantation, il faut avoir une substance qui est attirée par un aimant, mélangée avec une substance qui ne l'est pas. Donc, par exemple, des trombones mélangés avec du sable. Fait que si on avait ça de mélangé, mais on pourrait prendre un aimant puis en extirper les trombones. L'aimantation, c'est une technique qui est utilisée dans différents domaines, par exemple dans les mines. Si j'avais une mine qui mélange des résidus de métal avec du sable, bien, je pourrais séparer le métal du sable à l'aide d'un aimant, par exemple. Dans le recyclage aussi, je voudrais séparer des boîtes de conserve d'une pile de déchets. Bien, les boîtes de conserve, comme elles contiennent du fer, bien, je peux l'utiliser comme ça. Une autre méthode qu'on va utiliser pour les mélanges hétérogènes, c'est pour un cas où on a un mélange hétérogène à 2 phases ou plus. Donc, notre mélange hétérogène à 2 phases, pour pouvoir faire la décantation, le mélange doit avoir 2 phases. Donc, c'est pour ça qu'avant de commencer la décantation, qui est la méthode qu'on va utiliser quand il y a 2 phases, on va s'assurer qu'il y ait au moins quelque chose qui est déposé au fond. Fait que ça, on appelle ça une sédimentation, c'est-à-dire qu'on va attendre, si les produits sont encore mélangés, qu'un des deux tombe dans le fond. Donc, par exemple, si j'avais du sable mélangé avec de l'eau, un sable très fin, mais le sable va se retrouver en suspension dans l'eau. Ce que je vais faire, je vais attendre que le sable tombe, on appelle ça une sédimentation. Puis une fois qu'il est tombé, là, je vais pouvoir procéder à ma décantation. Donc, il faut vraiment qu'on ait 2 phases visibles, minimum, pour être capable de faire une décantation. Donc, l'idée, habituellement, c'est d'avoir une des phases qui est solide, parce qu'avec 2 liquides, la décantation va être un peu différente. Fait que dans un cas où j'ai 2 phases, puis une des 2 est un solide, okay, à ce moment-là, on va procéder par la décantation avec tige. Okay? Pour que ça fonctionne, donc, comme tu peux voir sur l'image, il faut que j'ai un liquide et un solide dans le fond. Donc là, j'ai de l'eau et du sable, mais ça aurait pu être toutes sortes de choses, de la terre et de l'eau, par exemple, et ainsi de suite. Et puis, le concept de la décantation, c'est assez simple. L'idée, c'est de se dire, ben, peut-être que je peux verser mon contenant de manière à ce que juste l'eau coule, puis que le sable reste à l'intérieur. Donc, c'est un peu ça le concept. Comme je donne souvent comme exemple, je pourrais, quand je fais cuire, par exemple, des patates dans l'eau à la maison, si je veux séparer les patates de l'eau, bien, je peux, par exemple, mettre le couvercle, puis verser pour que juste l'eau tombe, puis rester avec les patates à l'intérieur. Ça, c'est une décantation. Mais en laboratoire, évidemment, il y a une méthode pour le faire comme il faut, pour éviter d'entrer en contact avec les substances. Donc, on va avoir besoin d'un agitateur et d'un bécher vide. Notre mélange qui est ici, donc dans ce cas-ci, il n'y avait pas d'eau, fait que j'ai décidé d'en ajouter. C'est très important, avant de commencer ma décantation, de m'assurer que les substances ne sont pas collées sur les bords. Donc, pour faire ça, on agite un petit peu légèrement pour être sûr qu'il n'en reste pas de la poudre, dans ce cas-ci, sur les parois ou dans le fond. Fait que je la laisse se déposer un petit peu. Puis quand je suis prêt, je place ma tige dans mon bécher et je commence. On verse le mélange sur la tige en maintenant le solide dans le bécher. Donc, dans le fond, dans ce cas-ci, les petites roches, on veut qu'elles restent dans le bécher. Et je vais verser délicatement pour pas qu'elles suivent mon liquide. Je me retrouve avec mes roches ici. Si je vois qu'il y a encore des impuretés dedans, je peux remettre de l'eau, rebrasser un petit peu,
et refaire encore une fois. Ça va récupérer une autre partie du produit que je voulais enlever. Donc, on peut voir que la décantation avec tige, ça se fait quand même assez rapidement. Puis ça va fonctionner. Mais pour que ça fonctionne, bien, il faut que j'ai un résidu, une partie qui est solide, puis une partie qui est liquide. Si je veux faire une séparation d'un mélange à 2 phases, mais qui aurait 2 liquides, comme ici, donc si j'ai 2 liquides ou plus, qui ont, dans le fond, qui s'empilent, par exemple de l'eau et de l'huile, mais là, à ce moment-là, je vais devoir utiliser une autre technique qu'on appelle une décantation avec ampoule. Celle-là, on ne l'explorera pas cette année, mais c'est une méthode que tu pourrais être appelé à utiliser dans les prochaines années. Si on a essayé toutes nos méthodes d'hétérogène, donc le triage, j'ai un mélange que le triage ne peut pas fonctionner parce qu'il n'y a pas un solide que je peux retirer. Je ne peux pas faire de tamisage parce qu'il n'y en a pas un qui est plus gros que l'autre. Okay? Je ne peux pas faire de décantation parce que ça ne descend pas dans le fond, ça prend trop de temps avant que ça sédimente. Je ne peux pas faire d'aimantation, il n'y a pas de partie métallique. À ce moment-là, il me reste une méthode, la filtration. La filtration va fonctionner pour un mélange hétérogène qui a une phase avec un solide en suspension ou qui flotte. Donc, il faut que ça ait au moins une phase. Ça peut avoir quelque chose en suspension ou quelque chose qui flotte. Finalement, la filtration va fonctionner pour pratiquement tous les mélanges hétérogènes. Mais si on se rappelle bien de nos règles de tout à l'heure, le problème de la filtration, elle est très efficace. Elle va fonctionner sur tous les mélanges hétérogènes. Par contre, c'est la plus longue et la plus complexe de toutes les méthodes. Donc, on l'utilise seulement quand aucune autre fonctionne. C'est pour ça qu'on va vous recommander de l'utiliser quand c'est hétérogène à une phase, puis qu'il y a un solide en suspension ou qui flotte. Donc, pour faire une filtration, le nom le dit, on va filtrer notre produit. L'idée, c'est qu'on va utiliser un papier filtre. Papier filtre, c'est un papier avec des milliers de petits trous microscopiques. Donc, il agit un peu comme le tamis du tamisage, okay? Mais les trous sont nettement plus fins. Puis ces trous-là, ils vont laisser passer les substances qui sont solubles. Donc, tout ce qui est soluble va être capable de passer à travers le papier, dans les petits trous. Mais tout ce qui est non soluble ne passe pas. Donc, il faut que tu imagines que ce qui est non soluble est comme trop gros pour passer dans les petits trous. Donc, il va séparer ce qui est non soluble de ce qui est soluble. Puis, pour faire cette méthode-là en laboratoire, il faut suivre une certaine méthode. Donc, pour faire ça, il nous faut un entonnoir. Donc, il nous faut un Erlenmeyer, de l'eau au besoin. Okay, ça dépend à moins que ton mélange en contienne déjà. Il nous faut notre mélange, qui dans mon cas contenait déjà de l'eau, et une poudre en suspension. Il nous faut des papiers filtres. Donc, les papiers filtres qui ont une forme circulaire comme ça. OK. Et puis après ça, on est prêt à commencer. L'Erlen pourrait être remplacé par un bécher, okay, mais l'avantage de l'Erlen, il est plus stable sur la table. Je vais mettre mon entonnoir dedans, puis je dois, après ça, plier mon papier filtre. C'est la partie la plus complexe, entre guillemets, de cette méthode-là. Donc, je dois d'abord le plier en deux pour obtenir un demi-cercle. Puis après, je vais replier mon demi-cercle en deux pour obtenir un quart de cercle. Mon quart de cercle, je dois l'ouvrir pour avoir un cône. Donc, on ne l'ouvre pas au milieu, on l'ouvre dans une des fentes du côté. Comme ça, on se retrouve avec un cône de papier qu'on peut mettre dans l'entonnoir comme ça. Après ça, on tient le papier et puis on verse notre mélange dans le papier délicatement. Au début, ça va mouiller le papier puis il va tenir. Donc, le filtrat dans l'Erlen doit être en dessous. Tout ce qui va couler en bas dans l'Erlen doit être homogène si ta méthode est bien faite. Le résidu va rester dans le papier filtre. Donc, si tu as bien fait, finalement, tu vas aller voir en bas, ça devrait être transparent. S'il y a des résidus, tout comme pour la décantation, on peut rincer avec de l'eau. Donc, on remet un petit peu d'eau dans notre bécher, on brasse, puis on refiltre encore. Ça permet d'en récupérer plus. Faire attention, okay, les presser, ne jamais toucher au papier pendant la filtration. Ça pourrait abîmer le papier. Puis si vous l'abîmez, tout va passer au travers. Donc, la filtration, c'est une méthode qui demande de la patience. C'est long, mais c'est très efficace. Puis la clé, comme je vous disais tout à l'heure, vous assurez que ce qui coule en bas est homogène. Donc, ça doit être transparent et avoir juste une phase.
Fait que si on récapitule nos méthodes de séparation avec ce petit tableau, donc aujourd'hui on a appris les méthodes pour les mélanges hétérogènes. Quand c'est un mélange qui contient des solides avec des solides, okay, on peut utiliser le tamisage, le triage ou l'aimantation. Donc le tamisage, il faut qu'un des ingrédients soit plus gros que l'autre. Le triage, il faut qu'on soit capable de les prendre physiquement et les déplacer. Donc il faut avoir des solides. Et l'aimantation, on doit avoir un des ingrédients qui contient un métal qui est attiré par un aimant. Donc ici, c'est marqué solide, solide, mais dans ces cas-ci, on pourrait le faire pour un solide liquide, si le solide est assez gros. Les solides liquides, si c'est en suspension, donc c'est-à-dire j'ai un solide, mais il ne veut pas tomber dans le fond. À ce moment-là, on se retrouve à faire une filtration. Ici, dans le tableau, vous avez la centrifugation. C'est une autre méthode qu'on pourrait utiliser, mais qu'on n'explorera pas cette année. Cette méthode-là consiste à faire tourner le mélange très rapidement pour que la partie solide se retrouve sur les côtés. Donc, on utilise une machine qu'on appelle une centrifugeuse pour ça. Et puis, le solide liquide, si on réussit à déposer ce qui était en suspension, donc, mettons, j'ai de la poudre partout, puis j'attends, puis elle tombe, bien là, je peux faire à ce moment-là la décantation avec tige ou le tamisage. Et puis, le dernier choix, le liquide-liquide, on va faire la décantation avec ampoule. Donc, ça fait le tour de tes options que tu peux utiliser pour séparer des mélanges. Là, parce que là où on doit se poser la question, c'est est-ce que les méthodes qu'on a vues aujourd'hui fonctionneraient pour des mélanges homogènes? Si tu te rappelles bien, c'est quoi un mélange homogène? C'est soluble, c'est-à-dire qu'un des produits a disparu dans le mélange. Donc, ça a seulement une phase et c'est transparent. Donc, si tu te rappelles de toutes les méthodes qu'on a pu voir aujourd'hui, bien, ça n'a pas deux phases. Il n'y a pas de partie solide qu'on peut toucher ou voir. Donc, il n'y a aucune des méthodes qu'on a vues. Puis même la filtration qui pourrait avoir l'air de fonctionner, mais elle ne fonctionnera pas parce que la partie soluble de notre mélange homogène, eh bien, les molécules solubles sont plus petites que les molécules d'eau, donc elles passeraient au travers du papier filtre. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir besoin de voir des méthodes spécifiques pour les mélanges homogènes qu'on va voir dans notre prochaine capsule.